Alors, nous arrivons au terme de notre série de conférences organisée, je le rappelle, par une commission intitulée Environnement et pédagogie qui se demande comment, si vous ne vous en souvenez pas, qui se demande comment mettre, disons, au cœur de nos enseignements d'une façon transversale la question environnementale comme une sorte de, disons, de base autour de laquelle réorganiser ou réorienter, vous allez voir qu'on va parler de cette question-là aujourd'hui, nos enseignements. Nous vous remercions, enfin je vous remercie au nom de la commission de votre présence pendant toutes les conférences et de votre assiduité, puisqu'on a eu pas mal de public et on était très contents. Alors pour cette dernière conférence, nous allons poser une question que nous n'avons pas encore abordée, et de front en tout cas, même si elle a été en pointillé tout le temps, peut-être, à savoir à quoi devons-nous renoncer. Quelles sont les modalités possibles en termes politiques de ce renoncement? Quand je dis renoncer, je veux dire en termes de mode d'organisation, d'usage, de mode de vie, etc. Et quelle est l'éventuelle, s'il y en a une, place du designer, ce grand corps de métier dont nous faisons partie, à l'intérieur de ce processus qui, ça va sans dire, est nécessaire et urgent. Pour parler de tout ça, nous recevons Alexandre Monin, philosophe, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et pour vous le présenter, compte tenu de son impressionnante activité sur de nombreux fronts, je vais tenter de cerner 3 grandes directions, en espérant ne pas trop simplifier son impressionnant curriculum vitae. Premièrement, une activité de pensée et d'écriture, je vais y revenir dans un instant. Deuxièmement, une activité de conseil auprès de collectivités et des territoires quant à leur futur, à leur destin. Troisièmement, une activité d'enseignement comme professeur et chercheur en, je cite, réorientation et conception écologique dans le cadre d'un partenariat inédit entre une école de commerce à Clermont-Ferrand et une école de design, si j'ai bien compris, dont les sièges sont, si j'ai bien compris, à Paris, Lyon et Bangalore. C'est ça. Et le tout au sein d'un Master of Science intitulé Anthropocène by Design, qui est une création faite par Alexandre Monin et ses collègues Diego Landivar et Emmanuel Bonnet. C'est une première. Alors, je pars de là pour continuer ma présentation. Que signifie en effet cette formule Anthropocène by Design, ou encore en français Stratégie et Design pour l'Anthropocène? Alexandre Monin l'explique dans 2 ouvrages importants pour nous autres, designers, entre autres personnes concernées. Dans le premier qui s'appelle Héritage et fermeture, qui est coécrit avec Diego Landivar et Emmanuel Bonnet, il pointe un problème essentiel, celui de notre totale dépendance à une multitude de facteurs négatifs, qui de fait, et qu'on le veuille ou non, constituent notre héritage. Qu'il soit matériel, à savoir déchets, centrales nucléaires, sols pollués, etc., ou immatériel, nos réflexes culturels, nos habitudes invétérées, nos modes de vie, ces facteurs constituent ce que les auteurs nomment nos communs négatifs. Une manière de rappeler que la réflexion actuelle sur les communs, comme possible inspiration politique, ne saurait laisser de côté cet immense domaine. Pour prendre à bras le corps cette question, les auteurs préfèrent laisser de côté les appels emphatiques à changer de système, de culture ou à, en d'autres termes, sortir du capitalisme, stratégie quelque peu incantatoire, trop large, qui telle qu'elle laisse le plus souvent les choses en l'état, au profit de stratégies pratiques et locales qu'il nomme redirection écologique, à savoir la nécessité de réorienter nos pratiques et nos imaginaires afin de pouvoir répondre aux enjeux de l'Anthropocène, ou quel que soit le nom qu'on voudra donner à l'époque qui est la nôtre. Alexandre Monin revient sur cette approche dans son second livre, écrit cette fois en solo et intitulé « Politiser le renoncement », publié en 2023, si je ne m'abuse, afin de préciser les stratégies possibles. La redirection, qui passe par le renoncement, voire le démantèlement d'une partie de nos infrastructures, de nos logistiques et de nos modes de gestion et d'organisation, appelle à l'évidence des choix et des arbitrages appuyés sur des protocoles de délibération et de décision, d'où la question politique que le titre suggère. Bref, il faut le mettre en chantier un projet d'art et savoir de la fermeture, je cite cette expression qui me paraît extrêmement intéressante,
ou du renoncement, dont il nous livre quelques-uns des ressorts dans l'ouvrage et qu'il met lui-même en application dans son travail de conseil, comme je le dis, auprès des territoires ou des collectivités. Il est également, et je m'arrêterai là, le coordinateur d'un numéro spécial de la Revue du Design, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle. Sciences du design. Pardon ? Sciences du design. Sciences du design, excusez-moi. Extrêmement intéressant, je vous y renvoie, il est en accès libre sur Internet. Revue de Stéphane Vial, qui se demande quelle peut être la place du designer dans cette affaire, si l'époque est, comme certains le pensent, à la désinnovation ou à la défuturation, pour reprendre les mots d'un intéressant théoricien du design australien, Tony Fry. Pour toutes ces raisons, il nous semblait important de le recevoir et de recevoir en conclusion, de recevoir Alexandre Monin en conclusion de notre cycle de conférences. Je lui laisse maintenant la parole. Merci. Eh bien, merci infiniment pour cette présentation et cet accueil. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être là avec vous. Alors j'ai prévu de vous présenter de manière assez large, effectivement, la redirection écologique et les enjeux très concrets de renoncement. Donc je vais vous présenter un petit peu les grands principes, on va dire, philosophique, théorique de la redirection, mais je vais appuyer ma réflexion sur beaucoup d'exemples, notamment des exemples sur lesquels, eh bien, ça a été dit, hein, j'anime un dispositif pédagogique, un post-diplôme, un Master of Science intitulé Stratégie et Design pour l'Anthropocène, et c'est dans ce cadre-là que, à la fois, nous prolongeons nos travaux par des travaux de recherche et qui sont en même temps des travaux que mènent nos étudiants et nos étudiantes avec, vous allez le voir, les personnes concernées pour leur permettre de se professionnaliser. Donc on a vraiment un dispositif où la pédagogie, la recherche, la professionnalisation convergent et c'est notamment de ça dont je vais vous parler, enfin plusieurs exemples que je vais vous présenter aujourd'hui, y compris aussi des exemples qui vont au-delà de l'écosystème de la redirection écologique. Alors, vous voyez, j'ai commencé, j'illustre toujours mes présentations avec cette belle image de centrale, peu importe à quoi, hein, pour indiquer un petit peu l'insistance qui est la nôtre sur mettre l'accent sur les infrastructures. Alors, c'est des questions aussi d'ailleurs architecturales, hein, évidemment très importantes, puisque une partie du travail qu'on a mené, notamment quand on a publié Héritage et fermeture en 2021, c'était de remettre l'accent sur des questions techniques, sur des questions architecturales, sur des liens à tout un ensemble de choses. Au moment où on parlait, et c'est très important par ailleurs, mais beaucoup des questions liées au vivant, la reconnexion au vivant, etc., pour dire qu'il y avait d'autres connexions existantes dont il fallait s'occuper. Et on a essayé de positionner la redirection écologique pour le faire, même si par ailleurs, dans notre formation, on a aussi beaucoup de cours sur le vivant, mais il y a plein de questions qui s'entremêlent, comme vous allez le voir. Alors, la redirection écologique, c'est quoi ? Pour le dire d'un trait, cette caractérisation, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, elle permet de synthétiser les choses, elle n'est pas du tout parfaite. Je vais dire notamment ce qui, à mes yeux, là où ça pêche un petit peu. La redirection écologique est un cadre, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le penser, ce n'est pas forcément une méthodologie, c'est pas une... voilà, c'est un cadre qui permet de faire un certain nombre de choses, un cadre à la fois conceptuel et opérationnel, vous allez le voir, conçu pour faire entrer les organisations publiques et privées, les organisations et les institutions, ainsi que les infrastructures et les outils de gestion, les chaînes logistiques, etc., qui les soutiennent à l'intérieur des limites planétaires. La nuance que j'apporte, c'est, alors ça permet de faire comprendre un petit peu les choses, hein, penser notamment les questions d'anthropocène sous forme de limites planétaires pour inclure le climat, mais aussi la biodiversité, mais aussi le réchauffement des océans, etc. Ça, tout un ensemble de facteurs. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire de rester à l'intérieur des limites planétaires très pratiquement, très concrètement, et surtout au-delà de l'aspect planétaire, de la notion de limite planétaire. Si on veut utiliser cette notion-là à l'échelle, par exemple, d'un territoire ou d'une organisation, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne vais pas vous mentir, hein, il y a plusieurs tentatives qui existent. Il y a un travail qui est mené par France Ville et Territoires Durables. Il y a eu un travail à Grenoble sur ce qu'ils ont appelé le micro-donut à l'échelle d'une ville, un travail à l'échelle d'un territoire. Ce n'est pas évident de décliner cette notion de limite planétaire et de la rendre opérationnelle. Donc, on voudrait le faire, ça fait sens conceptuellement de le faire. Après, dans le détail, c'est un peu plus compliqué. Je préfère le dire tout de suite que de dire que ça se traduit opérationnellement de manière extrêmement directe et simple. Alors, pourquoi parler de redirection écologique ? C'est peut-être votre première question, parce qu'après tout, il existe beaucoup de paradigmes. Le développement durable, évidemment la croissance verte dont on ne parle plus
plus beaucoup, mais d'autres aussi. La RSE, dont on parlait moins, dont on parle plus, parce qu'il y a de nouvelles directives qui sont passées qui musclent assez fortement la RSE, notamment ce qui est la CSRD. On peut parler de la transition écologique, qui était elle-même une manière de radicaliser le développement durable, etc. etc. Donc pourquoi introduire un terme nouveau alors qu'il en existe déjà beaucoup ? Pourriez vous dire, est-ce que c'est un effort juste de branding, après tout, conceptuel, hein, ça pourrait être un petit peu ça. Alors non, ou pas seulement, parce que quoi qu'on fasse, dès qu'on introduit un terme, il se traduit un petit peu de cette manière-là. Il ne s'agit pas non plus de stigmatiser les paradigmes existants, mais simplement de dire que pour l'essentiel, ces paradigmes partent du principe, qui n'est pas complètement idiot par ailleurs, mais pas suffisant, qu'il sera possible de, selon l'approche que l'on a, tantôt verdir l'existant, tantôt le rendre plus efficient techniquement, ce qui va permettre, en améliorant les technologies, d'atteindre nos objectifs environnementaux et climatiques, de faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui, mais par exemple en polluant moins, ce qui ne revient pas forcément à interroger l'existant. Nous partons du principe qu'on ne pourra pas ne pas renoncer, qu'on ne pourra pas maintenir l'existant ou qu'il ne faut pas, dans certains cas, maintenir l'existant et que, par conséquent, vont se poser des questions qui sont des questions d'arbitrage, qui sont des questions de renoncement, qui sont des questions de réaffectation. On ne pourra pas maintenir l'existant, ça peut s'entendre du point de vue de l'adaptation. Par exemple, si je prends un exemple bien connu sur lequel je reviendrai un petit peu, qui est celui des stations de ski, on sait aujourd'hui, même s'il y a des plans à 100 millions d'euros en région Aura en particulier pour maintenir avec des canons à neige les stations à flot, on sait que ça n'est pas viable et que notamment pour les stations de basse et moyenne altitude, non seulement la neige va disparaître, mais leur permafrost dégèle. Donc par exemple, le métier de guide dans certaines stations devient trop dangereux parce qu'il y a des pans entiers de montagnes qui s'effondrent. Ça, c'est d'ores et déjà des effets qui se traduisent et que donc à terme, il y aura des milieux dans lequel on ne pourra plus pratiquer un certain nombre d'activités. Et en l'occurrence, les territoires de montagne de basse et moyenne altitude en font partie. Donc là, il y a un enjeu d'adaptation. On ne pourra plus faire un certain nombre de choses parce que les conditions physiques, matérielles vont se transformer et qu'on en est quand même à peu près certain. Alors, après, ce n'est pas le même rythme hein, dans les Alpes ou dans le massif du Sancy. Ce n'est pas exactement les mêmes problématiques, mais à terme, il y a quand même des choses qui vont s'imposer. Là, je pourrais nourrir ça d'un certain nombre d'exemples. Et puis, dans d'autres cas, il vaut mieux renoncer à un certain nombre d'activités, de pratiques ou d'objets que l'on produit, parce que ça n'est pas une bonne idée que de continuer à les produire ou de les rendre durables. Et donc, dans ce cas-là, on anticipe avec des renoncements, plutôt dans une perspective d'atténuation. Vous savez, adaptation, atténuation sont les deux grands concepts que développe notamment le GIEC pour penser ces questions. Adaptation aux évolutions à venir, atténuation des évolutions en cours. Donc, adaptation aux conséquences du réchauffement climatique et en même temps mettre en place des actions pour limiter le réchauffement climatique. Ça marche un peu des deux côtés. Et le GIEC insiste sur le fait de penser vraiment les deux ensemble. Donc, de ce double point de vue, sous ce double point de vue, il va falloir procéder à des arbitrages, des renoncements et des réaffectations, mais pas forcément motivés par exactement les mêmes raisons. Par exemple, produire des SUV, c'est une très mauvaise idée, il faudrait arrêter. Et ça, il faudrait arrêter dès maintenant. Ça, c'est une question d'atténuation, ce n'est pas une question d'adaptation. Oui. Et là, on n'est pas sur quelque chose qu'il faut rendre durable, on est quelque chose qui est malheureusement durable dans ses conséquences, qu'il faut dédurabiliser, si je puis dire. J'y reviendrai. Et donc, qui parle de redirection, parle d'arbitrage nécessaire, arbitrage, fermeture, renoncement. Il y a une sémantique qui est variable. Évidemment, le terme de renoncement est assez frappant, mais avant, on utilisait aussi le terme de fermeture. Moi, j'utilise un petit peu ces termes avec la même signification, mais évidemment, selon les contextes, il y en a certains qui peuvent mieux passer, en sachant et en le disant tout de suite, c'est important que le renoncement à la fermeture, ce n'est pas un renoncement déjà moral, vous allez vous en rendre compte, et que surtout, ça n'est pas une fin en soi. Quand on parle de fermeture ou de renoncement, c'est aussi une étape vers autre chose, c'est aussi une transformation, et c'est renoncer pour faire autre chose. Ce n'est pas la fin dernière des actions qui sont mises en place. Moi, j'ai l'habitude
distinguer 3 critères pour opérer un renoncement. Voilà, ça marche peut-être mieux comme ça. Un renoncement dans de bonnes conditions. Il faut que ce renoncement ou ces arbitrages soient démocratiques et non pas autoritaires, pour commencer. Donc démocratique et non pas autoritaire, ça veut dire que quand on regarde un petit peu la situation dans le monde, on se rend compte qu'il y a des arbitrages qui sont réalisés un petit peu tout le temps, mais que souvent ce sont des arbitrages qui ne sont pas spécialement démocratiques. Par exemple, il y a quelques années à Taïwan, dont on parle beaucoup aujourd'hui pour des raisons géopolitiques, donc Taïwan qui est un gros producteur de composants numériques, informatiques, ce qui demande beaucoup d'eau. Et donc, il y a une sécheresse endémique à Taïwan. Et il y a 2-3 ans, eh bien, des arbitrages avaient été imposés pour tantôt restreindre l'accès à l'eau à la population, pour permettre aux industries de tourner, ou tantôt imposer des arbitrages aux industriels pour qu'il y ait quand même de l'eau pour la population. Mais ça n'avait pas été soumis à une délibération démocratique. Ça s'était imposé. Et souvent, il y a une action qui est menée, mais qui n'est pas forcément démocratique parce que on n'a pas forcément les institutions dans tout un tas de domaines pour prendre ce type de décision. Pourquoi? Ça rejoint le second critère. Eh bien parce qu'il faudrait procéder à des arbitrages qui soient anticipés et non pas réalisés au dernier moment. Or, un grand nombre d'arbitrages sont plutôt réalisés au dernier moment, au pied du mur, et non pas forcément dans l'anticipation. Et donc ça veut dire que dans ces cas-là, on n'a pas forcément le temps de mettre en place un processus démocratique d'enquête, de prise de décision, et que les arbitrages, évidemment, vont s'imposer, et vont surtout en plus s'imposer dans des conditions difficiles, parce qu'on aura attendu le plus longtemps possible pour le faire, on ne le fera qu'au pied du mur, et donc ça va être les arbitrages les plus durs qui vont alors s'imposer non démocratiquement. Donc le calcul, il n'est pas extraordinaire. J'ai des exemples intéressants pour l'illustrer, malheureusement. Très près de nous. Et donc évidemment, les deux critères sont liés l'un à l'autre. Si j'agis au dernier moment, il y a des chances que j'agisse de manière autoritaire et que je n'ai pas le temps que requiert la démocratie. Je m'empresse de dire, je dis rapidement, ce n'est pas l'objet ici, ça ne veut pas dire qu'il y a une opposition fondamentale entre la démocratie et l'urgence climatique. Parce que si on voit la démocratie comme autre chose que le fait de voter, par exemple, tous les 5 ans, et quand même les théoriciens politiques nous disent que c'est autre chose que ça, la démocratie, eh bien, la démocratie, c'est aussi l'action de la société civile, ce sont aussi les ONG, les associations, les collectifs citoyens, que sais-je, qui demandent à ce qu'il y ait une intensification de la prise en compte des enjeux environnementaux, qui demandent d'accélérer justement la prise de mesures. Et donc de ce point de vue-là, la société civile n'est pas forcément en retard sur le politique et bien souvent est en avance. D'accord ? Donc il y a aussi une avance démocratique. Donc voilà, je ne veux pas que mon discours serve... c'est pas du tout mon objet, le fait d'une sorte d'opposition entre démocratie et urgence environnementale. Le dernier critère, et peut-être le plus spécifique à la redirection écologique, c'est le critère de ce que j'appelle l'opposition entre des arbitrages brutaux et des arbitrages non brutaux. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien j'entends par là tout simplement le fait de prendre en compte les attachements dans les arbitrages qui vont être opérés. La notion d'attachement, alors elle ne vient pas de la psychologie des attachements, il existe une psychologie des attachements, mais ce n'est pas ça que j'ai en tête ici. Elle vient ici clairement pour nous de la sociologie des attachements, et donc le travail par exemple de Bruno Latour, Michel Callon, Antoine Aignon, qui ont tous les trois travaillé au Centre de sociologie de l'innovation, qui ont été à l'origine de la théorie de l'acteur réseau. Et celui qui s'est le plus des trois emparé de cette notion d'attachement, c'est certainement Antoine Aignon, qui a quasiment produit une sociologie, alors qui est une sociologie de la médiation, mais aussi une sociologie des attachements. Donc il a vraiment mis au cœur de son travail cet enjeu-là. Et la manière dont il caractérise, ce n'est pas vraiment une définition, c'est plutôt une caractérisation. La manière dont il caractérise la notion d'attachement, c'est de la façon suivante. Il dit un attachement, c'est ce à quoi on tient, ce qui nous tient. Donc ce à quoi on tient, ce à quoi on donne ou on reconnaît de la valeur, et ce qui nous tient au sens de ce par quoi on est tenu, des attachements qui peuvent être entendus de cette manière, des dépendances qui peuvent être des attachements problématiques. Peut-être que je dois prendre ma voiture, moi je ne conduis pas, mais mettons dans l'absolu, je dois prendre ma voiture et je conduis 2 heures par jour pour aller travailler, faire mes courses, amener mes enfants à l'école. Je suis attaché à ça.
si je n'ai pas cette possibilité de prendre ma voiture, c'est un gros problème. Pour autant, c'est un attachement qui peut être coûteux, qui peut être pesant, qui peut être problématique, qui peut être polluant, etc. etc. Il n'y a pas forcément de contradiction. Tous les attachements ne sont pas forcément positifs. On peut être attaché à des choses qui nous pèsent. On ne voudrait pas que ce fût le cas, mais derrière, en fait, il y a des questions infrastructurelles et on est pris par ça. Confère la révolte / insurrection des Gilets jaunes, où était tout à fait question de ça. Ce n'est pas forcément des gens qui défendent la voiture sur le mode « j'aime la bagnole », comme ça a été dit récemment, mais ça a été dit justement pour leur parler. Il y avait un calcul politique derrière ça, mais sur un mode, on est obligé de prendre notre voiture pour nous déplacer. Si on ne peut pas le faire, là par contre, on est vraiment vulnérabilisé et c'est vraiment un problème. Donc ce n'est pas parce qu'on aime le faire qu'on proteste, on n'aime pas le faire, mais on est obligé de le faire. Si en plus on vient vulnérabiliser cet attachement-là, effectivement, ça peut engendrer une réaction très forte, ce qu'on a vu. Donc la notion d'attachement, ce n'est pas qu'un attachement à des choses positives, c'est un point tout à fait important. Et donc tout ce qu'on va aller voir lorsqu'on va se poser la question des attachements, c'est de se dire, si on veut poser collectivement l'enjeu de renoncer à un certain nombre d'activités, d'infrastructures, de technologies ou autres, de modèles, peu importe, ça peut embrasser une multiplicité de cas, eh bien il va falloir dans un premier temps enquêter sur les attachements qui lient les personnes concernées à ces activités, ces infrastructures, etc., etc. Et en fait, je dirais même, il va falloir co-enquêter parce que les personnes concernées sont les experts et les expertes de leurs propres attachements. On ne peut pas simplement arriver de l'extérieur, dire je vais vous sociologiser, voilà à quoi vous êtes attachés, je l'ai décidé moi-même. Non, les attachements, quand on enquête sur les attachements, on ne peut le faire qu'avec les personnes concernées, encore une fois, qui sont les experts et les expertes de leurs propres attachements. Et une difficulté qu'il y a en plus, c'est que souvent, l'attachement ne se manifeste pas de manière théorique. Antoine Aignon dit on n'a pas une liste comme ça, une comptabilité en direct de nos attachements où je sais à quoi je suis attaché comme ça. On peut me poser la question, je peux répondre. C'est comme vos 10 films préférés, vos trucs machin, etc. Mais en général, ça tombe complètement à plat. Et en fait, c'est dans l'épreuve qu'on sait à quoi on est attaché. Alors, on peut construire des attachements assez explicites, d'accord ? On s'attache explicitement, mais aussi dans l'épreuve qu'un certain nombre d'attachements se révèlent. Un exemple que moi j'ai en discutant justement avec des personnes dans les collectivités publiques, c'est quelqu'un qui me dit récemment, quelqu'un qui travaille ou qui dirige une collectivité et qui me dit moi, je me suis rendu compte de ce que vous disiez quand on a décidé de fermer une patinoire pour des questions énergétiques, de coûts, etc., ou même provisoirement. Et là, il y a des gens qui ne vont pas à la patinoire, qui n'aiment pas le patin à glace, etc., mais qui tout d'un coup ont dit « mais cette patinoire, j'y suis attaché, mais comme à ma vie, quoi. » Vous ne pouvez pas faire ça. Et ce qui ne veut pas dire qu'on est usagé. Ce qui veut dire qu'on se découvre en fait un attachement à quelque chose avec peut-être lequel on a grandi, qui fait partie d'une certaine familiarité, etc. Après, il faut enquêter justement pour voir ce qui se joue derrière tout ça, mais qu'en fait, il y a tout d'un coup quelque chose qui va surgir et qui va être extrêmement fort. Alors, c'est à la fois des attachements de ce type, mais c'est aussi des attachements très matériels, de quoi on dépend pour vivre, d'un salaire, d'un employeur qui ne fait pas toujours des choses hyper vertueuses qu'on aimerait qu'il fit, mais c'est comme ça, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là sur lesquels il va falloir enquêter, co-enquêter pour les faire émerger et comprendre justement ce qui se joue quand on pose la question collective d'un renoncement. Et ça va vouloir dire aussi derrière penser la question de ce que j'appelle moi le désattachement. Alors je ne parle pas de détachement parce que dans le détachement il y a un petit côté bouddhiste zen et dans le bouddhisme en général les attachements ne sont pas bien vus. Le but c'est quand même un peu d'atteindre le nirvana qui est une sorte de mort finale. Donc ce n'est pas ce que je vous propose ici, ce n'est pas de se détacher de tous ces attachements, c'est de considérer au contraire que nous sommes des créatures d'attachement multiples et que si on veut se désattacher, c'est derrière, vous allez voir, pour se réattacher à autre chose. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi mettre en place des protocoles, enquêter sur comment, concrètement, on arrive à se détacher à quelque chose. Comment on arrive à se détacher à des activités qui sont problématiques. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes salarié dans la vallée de la chimie où vous produisez des polluants éternels. En même temps, c'est votre salaire qui est en jeu. Et puis la vallée de la chimie, en plus, c'est un endroit, à certains lieux qui est très sympathique. Enfin, moi, j'y vais chaque année avec mes étudiants. Donc c'est un endroit très paradoxal. C'est aussi un endroit, si vous y allez un jour... en certains lieux en tout cas très agréable, qui n'a pas été mangé par la métropole, donc avec de la nature complètement artificielle, mais on entend des oiseaux, etc. Pas partout, mais c'est ça.
Donc on peut y être attaché. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait par rapport à ça? Alors il y a des propositions hein, là-dessus, j'y reviendrai, mais en tout cas ça veut dire voilà, comment est-ce qu'on prend en charge cette question justement en regardant les attachements pour comprendre quelles vont être toutes les conséquences d'un désattachement possible et pour envisager derrière, parce qu'on ne peut pas ne pas proposer de perspective, eh bien à quoi on se réattache. L'idée, c'est de troquer un certain nombre d'attachements pour d'autres attachements et pas de couper les attachements de manière brutale. Je dis souvent, il ne faut pas le prendre mal, mais que comme on est des créatures tramées par des attachements, on est un peu comme des marionnettes. Si on coupe les fils, elles s'effondrent. Nous, c'est un petit peu pareil. Donc, quels sont les fils qu'on va remettre en place, qu'on va proposer pour derrière imaginer de nouveaux modes de subsistance qui soient davantage viables. Et donc, tout ce processus vise à enquêter ou co-enquêter sur les attachements pour faire émerger des critères permettant d'opérer un désattachement, un réattachement juste. C'est-à-dire que si on veut poser la question de la fermeture du renoncement de manière juste, il faut bien avoir des critères. Savoir si on renonce à quelque chose, qui ça va affecter, qui ça va atteindre et de quelle manière. Et si on n'enquête pas là-dessus, forcément on va trancher dans le vif et il y a des chances que ça ne se passe pas bien et il y a des chances même que ça ne se passe pas du tout. Alors, un exemple pour illustrer un désattachement, une redirection brutale près de nous. C'est un exemple que j'aborde dans mon livre « Politiser le renoncement » dans l'introduction pour poser un petit peu le contexte. C'est l'exemple de la crise de l'azote aux Pays-Bas. Je ne sais pas combien de personnes parmi vous ont entendu parler de la crise de l'azote aux Pays-Bas. Vous n'êtes pas une écrasante majorité. Alors, tant mieux, tant pis, tant mieux pour moi parce que ça ne me permet pas de spoiler mon intervention. Tant pis parce que c'est un exemple super intéressant, mais du coup, à l'issue au moins de cette présentation, vous aurez entendu parler de cet exemple des Pays-Bas. Je vais le faire très rapidement. C'est un exemple que j'aime bien aussi parce qu'il se situe à une échelle nationale, donc à une échelle plutôt macro, on va dire. Là où les exemples que je vais vous présenter par la suite sont plutôt des exemples liés à des collectivités, liés à des territoires. Donc ce n'est pas des exemples micro, parce qu'on est quand même sur parfois certaines échelles, mais je dirais que ce sont des exemples à l'échelle méso. Et donc après on peut me dire, oui, mais est-ce que ces processus peuvent intervenir à l'échelle d'un pays? Est-ce que des renoncements peuvent se poser à l'échelle d'un pays? Eh bien oui, l'exemple des Pays-Bas va l'illustrer. Alors, l'exemple des Pays-Bas, c'est quoi? C'est un des pays qui est rentré le plus vite dans la modernité, à la fois scientifique, politique ou autre. Ça a d'ailleurs été un pays hégémonique politiquement à un moment donné. Les Provinces-Unies ont été pays dominateur en Europe pendant un certain temps, avant que France et Angleterre, Royaume-Uni prennent la suite. C'est une puissance agricole majeure. C'est le deuxième exportateur agricole après les États-Unis pour une surface de, comme vous voyez, 0,42% du territoire américain. Donc vous avez un exportateur qui est une puissance mondiale en la matière avec une très petite surface. Donc ça veut dire que le type d'agriculture qui s'y déploie est une agriculture extrêmement intensive, évidemment. C'est 11 millions de cochons, 4 millions de vaches, 100 millions de poulets pour 18 millions d'habitants. Ils ne sont pas en majorité. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'autour de 2015-2016, il faut savoir que les Pays-Bas, tout d'abord, vu qu'ils déploient une agriculture extrêmement intensive, produisent énormément d'azote, rejettent énormément d'azote dans l'environnement. Alors l'azote, ce n'est pas forcément un poison en tant que tel. Dans l'air qu'on respire, en majorité, il y a de l'azote, plus que de l'oxygène, etc. Mais il y a une difficulté qui est déjà de fixer l'azote. Alors il y a des procédés pour ça qui ont été mis en place par des chimistes qui sont très très importants pour l'agriculture. Ce sont des procédés qui ont fait qu'on a changé de monde. C'est notamment le procédé Haber-Bosch au mi-temps des années 1910. Mais en tout cas, voilà, ils émettent énormément d'azote, à la fois dans l'atmosphère, mais surtout dans les sols. Et quand on en émet beaucoup trop, eh bien, ça pose des problèmes à l'environnement. Et donc, il y a une crise liée à ces rejets. Et le gouvernement, à l'époque, avait proposé de mettre en place une espèce de permis de polluer pour que les acteurs, les activités émettrices d'azote et les organisations derrière s'engageassent à moins émettre d'azote à l'avenir et donc à diminuer leurs émissions, mais sur un mode purement déclaratif. Donc c'était relativement gentil comme ça en apparence. Ça ne mangeait pas de pain.
Ce mécanisme-là a été attaqué en justice, un point très important, à la fois par une ONG de défense de l'environnement et par une fondation locale de défense de la biodiversité, qui ont attaqué ce permis, notamment en s'appuyant sur l'existence de zones Natura 2000, donc vous savez, ces zones protégées au titre des règlements européens, en disant que ces zones étaient affectées par les rejets d'azote et que donc ces permis de polluer n'allaient pas permettre d'endiguer la pollution à l'azote qui concerne ces zones-là. C'est remonté à l'équivalent du Conseil d'État des Pays-Bas, qui est remonté lui-même à la Cour de justice européenne, qui a dit qu'effectivement ces permis n'allaient pas permettre de résoudre le problème. Je le fais rapidement. C'est redescendu aux Pays-Bas et le gouvernement a été contraint de prendre des mesures, de suspendre la délivrance de ces permis de polluer parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre leur finalité. Il faudra rentrer exactement tout le côté juridique derrière, mais ce n'est pas l'objet. Et du coup, en fait, les activités qui dépendaient de la délivrance de ces permis pour continuer à opérer ont été suspendues quasiment du jour au lendemain. Donc, ils ont arrêté la construction, le secteur de la construction s'est arrêté, plein de secteurs se sont arrêtés, parce que le secteur de la construction émet de l'azote, les machines, le béton, les bâtiments, etc. etc. Donc il n'y a pas que l'agriculture. Première mesure, une mesure qui a été prise très rapidement, parce que quand les secteurs sont comme ça à l'arrêt, c'est quand même compliqué. Donc, pour éviter de mettre au chômage l'ensemble du secteur de la construction, la vitesse sur les autoroutes a été diminuée de 130 à, de mémoire, 110 ou 100 km/h, parce que cette diminution de la vitesse permet de diminuer les émissions d'azote dans l'atmosphère. Et on a utilisé cette diminution d'émissions d'azote pour le secteur de la construction, en disant sur cette économie-là, on va faire redémarrer le secteur de la construction parce qu'à ce moment-là, ils étaient dans une espèce d'économie à flux tendu. On ne pouvait plus surémettre de l'azote et du coup, ils devaient déshabiller Paul pour habiller Jacques et c'est un petit peu ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Donc déjà, une perspective quand même assez intéressante. Là, on est obligé de faire des arbitrages entre des activités qui, a priori, n'ont rien à voir. Mais on ne peut pas fonctionner uniquement comme ça. Il faut quand même essayer de résoudre le problème plutôt que de se dire on a notre quota qui a été d'émissions d'azote qui a été atteint. Donc maintenant, on va juste déshabiller l'un pour habiller l'autre. On va essayer de se débrouiller. Ce n'est pas forcément viable. Et donc, le gouvernement des Pays-Bas a planché sur un plan qui s'appelle le plan azote entre 2019 et 2022, qui a été annoncé fin 2022, et qui est un plan intéressant puisqu'il prévoit, ou il prévoyait, on va voir ce qu'il devient, parce qu'il y a des suites à toute cette histoire, une diminution de 30 à 50%, mais plutôt 50% si on veut atteindre les objectifs du cheptel animalier aux Pays-Bas d'ici 2030. Donc 2030, à l'époque, c'était dans 7 ans. Alors imaginez, vous allez voir la FNSEA et les agriculteurs en Bretagne, vous leur dites, 30 à 50% du cheptel, c'est fini, c'est mort, vous arrêtez. Si vous revenez, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça risque de pas très très bien se passer. Alors ce qui se comprend, parce que c'est quand même une annonce pour le coup brutale, de fait, et ce qui suppose la mesure sans doute la plus frappante, une expropriation de 30% des exploitations agricoles aux Pays-Bas, une transformation d'exploitation intensive en exploitation extensive de 30 autres %, et donc ça veut dire une refonte de 60% des exploitations agricoles, dont une grosse partie d'expropriation. Expropriation, ça veut dire que si vous êtes juste à côté d'une zone Natura 2000 et qu'on vous demande de diminuer vos émissions d'azote de 95%, ça revient à arrêter votre activité. D'accord ? Ça marche comme ça. Alors ces expropriations qui sont compensées financièrement, s'entend, mais c'est quand même des expropriations. Alors, et des mesures extrêmement brutales, ce que le gouvernement à l'époque libéral-conservateur de Mark Rutte, qui n'est plus Premier ministre aujourd'hui, reconnaissait en disant oui, c'est une tragédie, mais le fait d'attendre et d'agir finalement en étant contraint par un élément juridique ici qui est l'action en justice d'une fondation, d'une ONG, finalement a montré l'impréparation du gouvernement et au-delà du pays finalement à faire face à une crise qui était en fait endémique. Donc une crise endémique, ce n'est pas une crise. C'est un modèle sur lequel il fallait revenir, et autrement qu'en prenant des mesures extrêmement brutales. Donc plus on attend pour agir, plus on prend des mesures extrêmement brutales, et surtout, on a le risque que ces mesures interviennent dans un contexte qui n'est pas propice à prendre de telles mesures. Et dans l'exemple des Pays-Bas, c'était le cas, puisqu'on était en 2019-2020. 2019-2020, qu'est-ce qui se passe ? Crise Covid, exactement. Et donc, ça se passe au moment où il y a des grandes protestations contre les
l'espace, les mandats vaccinaux, etc., etc. Et au démarrage de la crise de l'azote aux Pays-Bas, il y a une convergence entre les Freedom Truckers américains, les convois de la liberté qui manifestaient, voulaient paralyser le pays contre le mandat vaccinal, et le mouvement des éleveurs et des agriculteurs aux Pays-Bas qui protestaient contre les mesures prises. D'accord ? Et comme on est à un moment donné où il y a aussi un gros développement du conspirationnisme, tout un tas de choses autour du Great Reset, etc., le narratif qui circule à ce moment-là, qui visiblement, après ce que disent les journalistes d'investigation des Pays-Bas, est encouragé par les acteurs capitalistiques et industriels de l'agroalimentation, qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Le narratif, ça devient, en fait, il n'y a pas de crise de l'azote. Alors Vandana Shiva dit un peu les mêmes choses, hein, donc c'est à mettre dans au débit de Vandana Shiva, dans une interview avec Russell Brand, le comique violeur anglais. Il n'y a pas de crise de l'azote. La crise de l'azote, en fait, c'est le Great Reset. Le Great Reset, en fait, c'est le grand remplacement. Et en fait, on est en train d'exproprier les éleveurs des Pays-Bas, qui sont le sang de la terre des Pays-Bas, parce que la terre appartient à ceux qui la cultivent, qui élèvent, etc. Donc les vrais représentants d'une sorte d'arianité batave. On est en train de les exproprier pour, vu qu'on a libéré le secteur de la construction, artificialiser leurs exploitations, construire des immeubles d'habitation et y loger des migrants. D'où le grand remplacement. Mais on voit très vite comment on passe de l'un à l'autre et très vite on enchaîne en fait ces éléments et puis ça amène justement un narratif extrêmement toxique, mais à un moment où justement ce narratif toxique peut trouver une audience. D'accord ? Et d'ailleurs les Pays-Bas à ce moment-là sont devenus une espèce de laboratoire de l'extrême droite mondiale qui a investi cet exemple pour dire en fait il n'y a pas de crise de l'azote. Alors Donald Trump a commenté, alors que je pense qu'au quotidien Donald Trump doit se moquer quand même comme d'une guigne des Pays-Bas. Marine Le Pen a commenté, Bolsonaro a commenté, enfin vraiment toute l'extrême droite mondiale a commenté en disant non c'est le Great Reset, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en début d'année dernière, c'est le parti populiste. Alors aux Pays-Bas, il y a toujours un parti populiste qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui apparaît, qui disparaît. Enfin, depuis quelques années, ça fait un petit peu ça. Donc il y a un parti populiste qui s'est monté et qui, aux élections provinciales, a fini premier parti. Et le deuxième, à ce moment-là, derrière, c'était les Verts. Mais c'était eux le premier parti, avec une avance assez large. Et aux dernières élections, puisque le gouvernement de Mark Rutte a remis sa démission, parce que ça faisait beaucoup d'années qu'il était au pouvoir et qu'avec toutes ces crises, ça devenait un peu compliqué, donc il a lâché les rênes du pays. Eh bien, le parti a perdu et c'est le parti islamophobe, raciste de Geert Wilders qui l'a emporté, alors qui lui défend la problématique du grand remplacement, etc., etc. Et dans son programme, il dit aussi qu'il n'y a pas de crise de l'azote et qu'on va revenir sur toutes ces mesures. Et même, vu que c'est l'Europe qui est à l'origine de tout ça, qu'on va sortir de l'Europe. Alors pour le moment, il n'arrive pas à monter une coalition, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Alors c'est intéressant, non pas comme illustration, parfois je suis obligé de l'expliquer, ça me semble assez clair dans ma manière de le présenter, mais je vais le dire quand même pour être explicite, parce que j'ai déjà eu ce genre de retour. Mon but n'est pas de défendre ici une redirection brutale, comme celle qui a été mise en place aux Pays-Bas, c'est de dire que si on tarde à agir et qu'on n'anticipe pas, on risque de se retrouver justement à devoir prendre des mesures extrêmement brutales, où là, la question des attachements n'est pas du tout prise en compte et il va falloir passer en force, qui sont en même temps, pour le coup, des mesures ambitieuses, mais le comment n'est pas forcément à la hauteur de l'enjeu, et que ça peut engendrer justement une réaction extrêmement brutale, parce qu'on ne choisit pas toujours le moment où ça intervient, et là, c'est d'une certaine manière le pire moment pour le faire, et que les conséquences politiques peuvent être extrêmement vastes, dans le fait de ne pas anticiper, de ne pas agir au bon moment, puisqu'aujourd'hui, le Pays-Bas, et depuis plusieurs années maintenant, ça fait 7-8 ans maintenant que le Pays-Bas est plongé dans une crise politique extrêmement grave. Donc voilà, il faut, je trouve que c'est un bon exemple pour ça, une redirection à marche forcée qui montre un peu l'ambition qu'il faudrait prendre, mais pas évidemment la méthode qu'il faudrait appliquer. Alors,
face à tout ça, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui? Eh bien, il nous faut, je dirais, designer ce que j'appelle, moi, ça a été rappelé, hein, des arts de la fermeture. Ça veut dire une culture, des savoirs et savoir-faire, des institutions qui permettent de porter ces enjeux de fermeture. Moi, je ne me positionne pas en vous disant, voilà à quoi il faut renoncer. Moi, je suis Alexandre Monin, je suis philosophe, donc j'ai la réponse à ça. Bah, le smartphone, c'est pas bien parce que ça pollue. Ça, j'aime pas, donc c'est pas bien non plus. Comme je conduis pas, bah, on va renoncer à la voiture, ça m'arrange, etc. Ce qui n'aurait absolument aucun sens. Donc, autrement dit, je ne suis pas là pour faire une sorte d'encyclopédie de ce que j'estime être des nuisances. Petite allusion. Mais je pense que la question éminemment démocratique, c'est justement d'avoir des institutions, d'avoir aussi des exemples de travail d'enquête opéré par des collectifs, des territoires, des acteurs extrêmement variés pour déterminer eh bien, à quoi ils vont devoir renoncer. Vous allez voir que c'est des choses qui commencent à émerger. On a beaucoup de savoir, je vais aller vite, on a beaucoup de savoir en matière d'innovation, pas besoin de le préciser. On a de plus en plus de savoir, mais aussi de règlements légaux sur la question de la réparation, avec la réparabilité qui est en train de passer dans le droit. On insiste de plus en plus sur l'importance de la maintenance. Les travaux, il y avait le livre notamment de Jérôme Denis, David Ponty, qui je crois a eu un prix du livre d'architecture, un truc comme ça, récemment. Il y a aussi le travail de Pierre Quay, qui est philosophe, avec une autre approche, pas inspirée, alors qui lui s'intéresse beaucoup à l'architecture, et pas besoin de préciser, qui insiste beaucoup sur la question de la maintenance, avec une autre filiation théorique. Mais d'une certaine façon, l'étape suivante, même si à mon avis fermeture maintenance c'est la même chose, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est effectivement d'insister sur l'importance de la fermeture. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui dans le monde académique d'ethnographie sur qu'est-ce que c'est par exemple un liquidateur judiciaire, qu'est-ce que c'est de bien fermer, à quelles pratiques ça envoie, à quel savoir-faire ça renvoie. Et en fait, ce sont des savoirs et savoir-faire qui sont largement partagés, mais pas forcément thématisés. Donc il y a un enjeu à faire émerger cette culture, ces savoirs, ces savoir-faire, ces institutions pour porter en fait ces enjeux-là. Et puis aussi pour peut-être permettre d'aller dans la bonne direction, parce que je cite dans mon livre des travaux de sciences cognitives, mais c'est plus large que ça, hein, c'est, peu importe, c'est pluridisciplinaire, mais qui tendent à montrer qu'on aurait un biais à penser les choses par addition et non pas par soustraction. Quand on est face à une situation, qu'il faut transformer cette situation, on a tendance à transformer en disant « je vais ajouter un élément, un nouveau produit, un nouveau service, un nouveau je ne sais quoi, et ça va permettre de transformer la situation dans le bon sens ». Et on pense plus rarement à retrancher quelque chose. C'est plus difficile. Donc ils se sont demandé s'il y avait un biais cognitif pour ça, et apparemment, il y a des travaux qui tendraient à confirmer qu'on aurait un biais cognitif en faveur de l'addition et en défaveur de la soustraction. Ce qui ne veut pas dire que derrière, ça n'ajoute pas d'autres biais ou qui sont portés par des enjeux institutionnels, etc. Parce qu'on pense aussi, parce qu'il y a des institutions qui nous permettent de penser certaines choses. Donc si les institutions ne nous permettent pas de penser certaines choses ou de les pratiquer, ça va être compliqué. Donc comment on arrive à se réapproprier ces enjeux-là au moment même où on a besoin en fait de les mettre en application? C'est ça un petit peu la question. Alors nous, c'est un petit peu ce qu'on fait dans le cadre de la formation que je dirige. En menant chaque année une vingtaine de chantiers avec nos étudiants et nos étudiantes. On est plus ou moins 20 dans la formation, hein. On est une vingtaine, plus ou moins 5 chaque année, donc on a autant de chantiers qui sont proposés. Je vais en passer en revue quelques-uns. On a travaillé par exemple, on travaille en continu avec un village dans le Sancy, donc dans le Puy-de-Dôme, qui s'appelle Chastret, qui est un petit village de quelques centaines d'habitants et d'habitantes, qui a sa propre station de ski. Et l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est un territoire de montagne comme ça et qu'on considère que l'activité neige ne va pas durer ad vitam aeternam? Comment est-ce qu'on arrive à anticiper sur justement le renoncement à cette activité? Ici, ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, c'était des gens qui ont dit oui, on sait qu'il faut anticiper et renoncer, mais quand même, c'est difficile. Mais quand même, on y est attaché à cette station, à cette histoire, à ce vécu. Et donc, il y a toute cette dimension-là à prendre en charge. Ça fait maintenant 4 ans, notamment, que mon collègue Emmanuel Bonnet travaille sur ce chantier-là. Il y a un autre exemple qui est très connu. Il y a un livre qui va sortir prochainement. C'est un exemple encore plus emblématique. C'est celui de Métabier. Donc, Métabier dans le Doubs, dans le Jura, à la frontière franco-suisse, qui est une station territoire de montagne où là... il y a un circuit de financement qui a été mis en place pour financer la sortie de l'activité neige. En se disant, demain, on ne va pas pouvoir maintenir cette activité-là, que la réponse qui est apportée généralement, qui est diversification touristique, tourisme 4 saisons, ne permettra pas de remplacer l'activité neige. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Ce ne sera pas un remplacement. Donc, il faut aller vers autre chose. Quoi? On ne sait pas, mais comme souvent sur ces questions, on n'a pas les réponses. Il faut y aller quand même, il faut y travailler pour justement élaborer ces réponses avec les personnes concernées. L'idée, ce n'est pas de dire, moi j'ai lu le plan de transformation de l'économie du Shift, je sais qu'il faut 2 millions de paysans. La question, elle est vite répondue, vous allez tous être paysans. Surtout sur les territoires où souvent les gens ont la mémoire de ce que c'était que d'être paysan et surtout ils ne veulent pas redevenir paysans. Donc voilà. Ça peut être des néo-ruraux qui prennent ce truc-là et puis ils s'essayent à faire ça, mais les gens sur place, pas toujours. Voilà. Donc la question, c'est plutôt comment démocratiquement on peut déterminer quelles activités on va mettre en place à l'échelle du territoire, justement pour que le territoire vive et ses habitants, habitantes avec. Alors l'exemple du ski peut sembler comme ça anecdotique. On s'est rendu compte, il y a un article dans Blast il n'y a pas longtemps, qu'en fait dans les réseaux des gens qui défendent les canons à neige et tout ça, c'est des réseaux très politisés et très à l'extrême droite. Donc en fait c'est un peu plus tendu que ce qu'on veut. C'est pas que anecdotique, folklorique et gentillet. En fait il y a des gens très méchants aussi qui veulent maintenir ces activités-là. Bon, si vous êtes d'extrême droite, pardon pour le manque de respect. Mais en fait c'est un exemple... C'est un exemple, statistiquement, vous rigolez, mais en fait, bon. Ça peut sembler être un exemple anecdotique par ailleurs, mais en fait, on discutait avec un VP d'une entreprise du CAC 40 avec mon collègue Emmanuel Bonnet, et en fait, on lui disait, mais aujourd'hui, toutes les organisations sont comme des stations de ski, et elles réalisent qu'elles ont des ressources qui vont être indisponibles à l'avenir et qui vont faire qu'elles ne vont pas pouvoir maintenir leur activité ou que leur environnement va changer. Vous savez, leur champ stratégique est en train de fondre. Leur neige est en train de fondre. Donc la neige de toutes les organisations est en train de fondre. Mais peut-être les écoles d'archi, si on arrête de construire. Donc ça veut dire se transformer, etc. etc. C'est un exemple que j'aime bien. Donc et donc il disait... après un temps de silence, il disait « Oui, je vois bien où est la neige chez nous ». Et ce n'était pas quelqu'un qui travaillait dans le ski ou la montagne. Donc aujourd'hui, l'idée, et les écoles de management aussi, toutes les organisations ont leur neige. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette neige-là et comment on envisage justement une transformation en profondeur. Alors juste pour dire aussi, par exemple, la Compagnie des Alpes, que vous connaissez peut-être, qui gère différentes stations, qui est un organisme de la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des dépôts, c'est vous et moi, c'est notre épargne. C'est le plus grand investisseur souverain au monde, donc c'est quand même un acteur important. Eh bien, la Compagnie des Alpes a mis en évidence l'année dernière sur son site 10 engagements et en plus de ça, 5 renoncements. Les renoncements sont ici. Donc c'est quelque chose qui commence maintenant à être légitime. Ils s'engagent à faire n'importe quoi. Grosso modo, si vous regardez les éléments, on ne fera plus n'importe quoi. On va essayer de faire mieux. Alors, il y a un exemple aussi qui est l'exemple emblématique pour nous, qui est l'exemple des piscines municipales à Grenoble. Alors, je vais le faire très rapidement, c'est un gros exemple parce qu'on y a travaillé à plusieurs, notamment mon collègue Diego Andivar avec 4 de nos étudiantes et étudiants, Margot Boitel, Bastien Marchand, Jérôme Santarini et Joseph Sournac. C'est important de les mentionner, c'est eux qu'on fait le travail. L'idée, c'est qu'ici, la ville de Grenoble, alors les piscines municipales à Grenoble, c'est un gros sujet polémique, mais on va passer sur la polémique habituelle. Mais se poser la question de savoir si on pouvait maintenir à l'avenir ces infrastructures, parce qu'ils ont déjà beaucoup de piscines municipales. En même temps, tout le monde aime les piscines municipales, mais ça représente beaucoup d'énergie, du stress hydrique, et en fait, c'est compliqué. D'un autre côté, il y a une obligation légale pour les municipalités que les enfants apprennent à nager. Donc, il faut quand même des infrastructures pour le faire. Ça ne vient pas du ciel, c'est vraie obligation. Et donc, la ville se disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Les piscines, maintenant, elles atteignent leur demi-vie, donc elles commencent à devenir vétustes. Donc, est-ce qu'on les remplace par des nouvelles qui vont arriver vraiment fortement équipées? Sauf que comme maintenant les technologies sont mieux, elles viennent avec plein d'équipements et puis il y a une attente sociale liée à ça. Du coup, ça veut dire que les nouvelles piscines dépensent plus que les anciennes, même si elles sont mieux écologiquement. Un exemple typique d'effet rebond, alors qu'on pourrait contourner, mais on voit bien qu'il y a une difficulté derrière ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils n'avaient pas la réponse et donc ils sont venus nous voir, on a discuté et on a mis en place des actions, une sorte de protocole de renoncement, d'enquête qui ont associé des citoyennes et des citoyens pour apporter des réponses et notamment justement cartographier les attachements. Et dans cette cartographie des attachements à laquelle évidemment les parties prenantes, les citoyens, les citoyennes, mais aussi les piscinistes, les plombiers, les chauffagistes qui vivent de l'existence de ces infrastructures, il ne faut pas les oublier, puissent faire part justement de leurs attachements. Et pour vous donner juste un exemple de ce que ça a donné, c'est qu'un des attachements majeurs qui est ressorti, c'est
eh bien, le fait d'apprendre à nager aux enfants, notamment pour les personnes habitant dans les quartiers défavorisés de Grenoble, qui n'ont pas forcément le loisir d'amener leurs enfants à la mer, de lui payer un moniteur, etc. C'est vu comme un enjeu de justice sociale, de sécurité, de santé, etc., etc. Là où, à l'inverse, un attachement qui était considéré comme pas fondamental, même s'il faut quand même le considérer, d'accord, il faut le considérer même si on va passer dessus, mais à plus forte raison, si on coupe cet attachement-là, il faut voir ce que ça va donner, c'est le fait que toutes les piscines municipales à Grenoble ne sont pas obligées de faire 5 mètres de profondeur pour accueillir un club de plongée sous-marine. À Grenoble. C'est peut-être pas le lieu où on est obligé de faire de la plongée sous-marine dans toutes les piscines. Donc l'idée, c'est vraiment de rentrer un peu dans le détail, de comprendre qui est attaché à quoi, et de pouvoir derrière, à la fois trancher politiquement, et savoir où ça va être difficile, et dans ce cas-là, mettre un soin particulier quand on tranche, mais aussi pouvoir permettre aux personnes interrogées de faire des propositions. Et donc, parmi les propositions qui sont remontées, par exemple, le fait de peut-être qu'à certains endroits, on peut sécuriser un plan d'eau pour s'y baigner. Alors, on perd la chaleur, mais on garde la capacité quand même à se baigner, qui était ce qui nous intéressait. Ça peut être le fait de dire, pour les personnes qui faisaient de l'aquagym, plutôt des personnes âgées, etc., ça ne marche pas dans 100% des cas. S'il y a des personnes qui ont des handicaps et autres qui ont vraiment spécifiquement besoin de ça, on peut le maintenir, mais pour d'autres, on peut leur proposer de faire de la randonnée, donc améliorer l'accès aux sentiers de randonnée. On peut leur proposer de faire des cours de tai chi, des sports doux qui vont avoir les mêmes bienfaits. Donc comment est-ce qu'on peut maintenir un certain nombre des services rendus par l'infrastructure sans l'infrastructure, en les redispatchant sur d'autres territoires, d'autres infrastructures, d'autres pratiques. Ça, c'est une des réponses, par exemple, un type de réponse qui a émergé. Alors juste pour l'anecdote, on a travaillé là-dessus à partir de la rentrée 2020. Le protocole, il est maintenant disponible sur Internet, si ça vous intéresse. Il y a un rapport de 150 pages qui a été publié cette année, parce qu'ensuite, il y a une séquence électorale assez dense. Comme je disais, à Grenoble, les piscines municipales, c'est un sujet difficile. Du coup, ça n'a pas été rendu public avant l'année dernière. Par contre, ce qui s'est passé au printemps 2022, donc assez peu de temps après cette étude, c'est... Il y a catastrophe sur catastrophe, donc je sais que c'est difficile de toutes se les remémorer, mais printemps 2022... À Covid, c'était... Exactement, la guerre russe en Ukraine, déclenchant la guerre russe en Ukraine. Et du coup, on a vu beaucoup de piscines municipales qui ont fermé leurs portes à cause du renchérissement des coûts de l'énergie. D'accord. Alors, ça a été combattu, voilà. Mais plus 10% en février, je vous rappelle, pour tout le monde. Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui ont fermé leurs portes. Et donc, on a travaillé avec la Vallée de Kaysersberg, qui est une interco dans le Grand Est. Ils ont fermé leur centre nautique et ils se sont dit maintenant qu'est-ce qu'on fait et comment on peut s'inspirer de ce qui a été fait à Grenoble pour refaire de la politique. Maintenant qu'on a été obligé de fermer, ça nous interroge sur la pérennité de ces infrastructures, etc. Et tout le travail qu'ils ont fait visait justement à l'avenir à peut-être mutualiser entre plusieurs collectivités des infrastructures et en se posant la question de comment faire. Ça a l'air de rien comme ça, mais en pratique, en fait, c'est pas du tout simple. Donc en fait, c'était assez ambitieux. Je passais assez vite pour arriver à la fin. Je n'aurais pas tout présenté, mais ce n'est pas grave. On a travaillé évidemment sur les zéro artificialisation nette, qui concerne aussi évidemment les enjeux de construction. Alors, on peut dire plein de choses sur le ZAN, qu'on se trouve que ça ne va pas assez loin, que ça va trop loin, et des avis assez tranchés. Ça reste une mesure intéressante et c'est une mesure aussi d'anticipation. On se dit, il faut qu'on renonce à quelque chose qui est le tout artificialisation avant d'avoir atteint l'état où on aurait tout artificialisé. On ne peut pas se permettre d'aller jusque-là, donc il faut prendre des mesures pour l'éviter. On a travaillé là-dessus sur est-ce qu'il est possible de mettre en place un ZAN heureux et par exemple pour des acteurs qui sont des acteurs publics, comment est-ce qu'on peut valoriser le fait de ne pas faire? Parce que dans le métier d'élu, dans l'activité d'élu, elle est valorisée parce qu'on fait des choses. On va faire, notamment architectural. On va inaugurer un nouveau bâtiment, on peut couper le bandeau, c'est super, tout le monde est content. C'est peut-être une très mauvaise idée, mais tout le monde est content. Ça laisse une trace, qui interroge cette question de laisser une trace. Comment est-ce qu'on inaugure quand on n'a pas fait? Il reste une forêt, on n'y a pas touché, on va inaugurer la forêt. Non mais, ça veut dire que symboliquement, il y a toute une dimension à réinvestir pour faire autre chose. Parce qu'il y a des gens, parfois, ça a l'air de rien, mais ça fait partie des attachements que je mentionnais tout à l'heure. Au-delà de grands mots, etc., ils ont fait leur carrière en disant moi, je vais faire un centre d'action sociale, je vais faire une crèche, je vais faire ceci. Et c'est toute leur carrière politique qui peut reposer en fait sur ce projet-là, où ils traînent ce projet pendant 30 ans. 30 ans plus tard, on sait que c'est une mauvaise idée. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'ingénierie pour ne pas le faire et en sortir par le haut.
Donc ce serait quoi de ne pas le faire et en sortir par haut plutôt que de faire... Alors il y a des projets, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est pas le meilleur moment. Et puis il y a d'autres projets, c'est une mauvaise idée, on le sait maintenant, 30 ans plus tard. Et puis il faut... Voilà. Si on ne le fait pas, alors on va faire le projet, puis 20 ans plus tard, le projet va péricliter, et puis il va falloir payer pour la dépollution, il va falloir payer pour le démantèlement, etc., etc. Il va falloir virer des gens qui travaillaient peut-être dans cet espace ou autre, et ça va être une catastrophe. Comment est-ce qu'on évite ça, et comment est-ce qu'on arrive dès aujourd'hui à calculer ces coûts qui vont être à venir? Alors c'est toujours l'enjeu des coûts du présent et des coûts de l'avenir. On préfère reporter à l'avenir les coûts négatifs. Mais comment est-ce que ça fonctionnerait dès maintenant pour mettre en place, par exemple, un système où on valoriserait le fait de ne pas faire symboliquement, mais aussi où économiquement, on aurait des circuits financiers qui nous permettraient de valoriser aussi le fait d'abandonner des projets dont on sait d'ores et déjà qu'ils sont une mauvaise idée, pour tous les acteurs impliqués. Et en fait, ces projets-là, je dirais, c'est quand même une grosse masse de projets aujourd'hui. Alors juste pour vous montrer que ce n'est pas complètement délirant, vous savez, on parle beaucoup de l'A69 aujourd'hui. Il y a des ingénieurs récemment qui ont dit c'est une mauvaise idée de faire ce projet, etc., etc. Juste pour dire que la Caisse des dépôts n'a pas financé l'A69. La Caisse des dépôts a dit que ce n'est plus le type de projet que l'on veut financer. Donc, si la Caisse des dépôts le dit, c'est intéressant d'avoir aussi ce type de signaux. Évidemment, il y aura des opposants, il y aura des AD, des choses comme ça, mais aussi des acteurs institutionnels qui arrivent à dire on renonce à financer ce type de projet. Quand c'est le premier fonds d'investissement souverain mondial, ça pèse quand même lourdement. Alors, juste aussi pour vous dire, j'allais oublier, mais évidemment, on oublie le plus important. On a travaillé il y a 3 ans maintenant sur la question de l'arrêt de la construction neuve en Île-de-France. Donc avec une entreprise de BTP Immobilier, de conseil en BTP Immobilier qui s'appelle Arpas Trans, ils nous ont demandé de réfléchir avec eux à est-ce qu'il faut continuer de construire dans le Grand Paris. Grosso modo, est-ce qu'on n'est pas en train de construire non pas des immeubles dans lesquels les gens vont se loger, mais des actifs immobiliers qui sont en fait des actifs spéculatifs. Là où oui, il faudrait construire, mais du logement social. Je crois qu'il n'y a que ça à construire aujourd'hui. Et au moment où, en plus, en pleine pandémie, eh bien, les bureaux étaient abandonnés, il y a quand même encore des vacances, et s'il faut les transformer. Bref, comment est-ce qu'on arrive à basculer vers une économie où, principalement, on est sur une économie de la maintenance et de la réhabilitation? Et de penser tous les changements que ça induit en termes de savoir, de savoir-faire, de modèle économique. Qu'est-ce que ça induit pour les écoles d'architecture de basculer vers un modèle réhabilitation-maintenance avec un peu de construction, mais uniquement quasiment maintenant pour du logement social. C'est ça qu'il faut construire. En plus, je crois comprendre le logement social, c'est pas une mauvaise affaire à construire, donc il n'y a pas de raison de ne pas en faire. Voilà. Donc comment est-ce qu'on arrive à basculer vers cette transformation-là? Alors derrière, ça interroge beaucoup d'autres questions. C'est aussi la place du logement comme actif financier. Parce que notre économie aujourd'hui, elle dépend moins de l'innovation, les nouvelles technologies, etc., que le fait que les actifs d'année en année voient leur valeur augmenter. C'est ça le moteur de l'économie quand même. Donc, si on renonce à ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sais pas exactement, mais il faut se poser la question et commencer à y réfléchir. Juste un exemple, encore, c'est un exemple que je connais un petit peu, c'est l'exemple de ce qui se passe dans le pays de Fayence, dans le sud-est de la France. Ça concerne la construction aussi. C'est donc une communauté de communes de 9 villages qui a décidé le 31 janvier 2023 de surseoir à la délivrance de permis de construire pour 5 ans pour garantir la ressource en eau pour les personnes déjà présentes sur le territoire. En considérant qu'avant d'accueillir de nouvelles personnes, alors qu'on ne peut pas garantir la ressource en eau pour les personnes déjà présentes, il faut peut-être se poser des questions, la garantir et après on pourra réfléchir. L'idée étant sans doute derrière de passer à un modèle d'urbanisation où on serait sur une augmentation de 0,1% de l'urbanisation annuelle, donc quand même un modèle assez stationnaire. Alors pour un territoire qui a connu une multiplication par 3 de sa population, 3,5 en 50-60 ans, qui a connu un gros développement, notamment dans la plaine. Un développement inégal, parce qu'il y a des villages qui sont restés, notamment en montagne, le village de Mons en haut, à l'écart de ce développement. Et donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un futur où on arrête de construire, avec toutes les conséquences sur l'activité, sur voilà, que ça peut induire. Ça, c'est un cas sur lequel on travaille également cette année avec des étudiantes, mais qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que si on a des territoires pilotes où on arrête de construire, ça peut donner des idées à d'autres territoires pour envisager justement un urbanisme complètement différent demain, un urbanisme où on construit sur ce qui a été déjà construit, un urbanisme circulaire, dirait peut-être Sylvain Grisot.
Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un exemple extrêmement intéressant. Alors, il y a d'autres renoncements en cours. Je vais m'arrêter dans pas longtemps, je suis un peu débordé. Il y a d'autres renoncements en cours. Je vous les ai listés ici. Alors, je donnerai évidemment les références, mais c'est juste pour dire certains, j'en ai déjà parlé, certains, on a contribué à ces renoncements, d'autres, on sait qu'ils existent, d'autres, ils se sont faits complètement en dehors de notre périmètre d'action, mais donc l'idée, ça va être après d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a des territoires, des collectivités à des échelles variées qui commencent à prendre ce type de mesures, à s'engager dans ce type de processus, et que c'est évidemment extrêmement intéressant à analyser, à regarder, et que donc, je ne vous parle pas juste c'est pas juste du wishful thinking en disant voilà, il faudrait renoncer, il faudrait faire ceci, cela. En fait, ça existe déjà, ça commence à être mis en place, pratiqué. Évidemment, on peut le faire de manière sur un mode plus ouvert, plus démocratique, capitaliser sur les connaissances qui sont générées aussi par ces expérimentations. Mais c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a des terrains en cours et qui vont sans doute se multiplier avec les questions, je ne sais pas moi, liées au recul du trait de côte, on peut prendre tout un ensemble d'exemples qui vont obliger de toute manière à multiplier ce type de démarche. Alors initialement, je vais continuer là-dessus, mais j'aurai pas le temps, donc je vais passer complètement à autre chose. C'est pas grave. Alors c'est juste, voilà, peut-être juste pour poser quelques enjeux en conclusion. Dans la perspective que je défends, j'essaie de dire qu'il faut trouver ou emprunter une ligne de crête qui échappe à deux écueils lorsqu'on pose justement l'enjeu du renoncement, de la fermeture. Premier écueil, c'est se dire, bon ben voilà, il y a tout un ensemble de choses qui sont problématiques, ben, il suffit qu'elles n'existent plus ou qu'on s'en débarrasse ou qu'on vive sans pour que ça fonctionne. Donc tout ce qui est infrastructure, technologie moderne, etc., numérique ou autre, il faut en sortir. Il faut en sortir d'un coup d'un seul parce que c'est... technologie, infrastructure, modèle de la modernité sont ce qui nous met en difficulté. Alors il y a des gens qui veulent sortir complètement courant anti-industriel, anti-civ, etc., qui veulent sortir complètement de ces éléments-là. Ça me semble compliqué à 8 milliards d'habitants sur Terre. Si on a un contact direct avec la nature à 8 milliards sans l'efficience que nous donnent les technologies modernes, ça va être compliqué. Je vous invite à essayer de vous chauffer avec du bois, avec une technologie très inefficiente qui serait une cheminée. Vous allez griller une forêt assez rapidement. Déjà, si vous avez un poêle, vous allez nettement moins vite griller la forêt. Si vous avez une pompe à chaleur, ça va mieux se passer. Alors, on pourrait se dire que la morale, ce serait d'aller plutôt vers des technologies uniquement low-tech. Et donc ça, voilà. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et souvent... la morale qu'on imagine et l'efficacité des mesures prises ne sont pas forcément complètement alignées. Ça aussi qui fait que c'est compliqué. Mais en tout cas, sortir d'un coup d'un seul de toutes nos dépendances aux infrastructures, aux technologies modernes, oui, après, dans des programmes, ça peut se faire pour dire qu'il faut qu'on revienne à 500 millions d'habitants sur Terre et ça va bien se passer, qui vivent en adéquation avec l'environnement. Mais on n'est pas à 500 millions. Et par ailleurs, laisser en même temps le business as usual se prolonger, donc continuer à franchir les lignes planétaires, c'est compliqué aussi. Alors même si on ne va pas vers une trajectoire à plus 6 degrés comme c'était encore le cas il y a quelques années, parce que le business as usual d'aujourd'hui n'est pas le business as usual d'hier, mais une trajectoire à 3 degrés n'est pas désirable pour autant. On peut mourir à 3 degrés, c'est mieux de mourir à 3 degrés qu'à 6, mais l'idéal ce serait quand même de ne pas mourir, et donc ça veut dire qu'il faut quand même arriver à détricoter les éléments qui sont problématiques dans tout ça et mettre en place justement d'autres modes de vie. Pour ce faire, il y a une possibilité. Alors, la redirection, j'emprunte ce slide à un physicien qui s'appelle José Alloy. Lui, il le présente comme ça. Il dit notamment du point de vue de la technologie, parce qu'il y a aussi un enjeu ici et un enjeu très problématique. La première mission, c'est effectivement de gérer l'existant, le fermer, le rediriger. Plutôt le fermer, le rediriger d'ailleurs. Et donc, développer des savoir-faire en la matière. Je l'ai présenté tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est plutôt... il y a un alignement très grand entre les perspectives des territoires. C'est sans doute moins le cas du côté des entreprises ou d'autres acteurs économiques. Mais voilà, c'est des choses qui, sans doute, vont dans certains sens de l'histoire, même s'il faut les amplifier. La deuxième mission, il dit, c'est grâce aux technologies existantes, basculer vers de la soutenabilité faible. Donc, dans l'exemple, par exemple, du... véhicule électrique. Le véhicule électrique, ça n'est pas une fin en soi. Alors si c'est un SUV, il ne faut pas. Électrique ou thermique, il ne faut pas. Hein, c'est absurde et néfaste. Après, il y a une raison pour laquelle il y a des SUV qui se vendent aujourd'hui. C'est peut-être la dernière voiture. C'est celle sur laquelle les constructeurs se font encore de la marge. Donc la dernière, c'est la pire.
ce qui est une mauvaise nouvelle, peut-être pas seulement, mais aussi voilà. Donc le véhicule électrique, c'est pas une fin en soi, évidemment. L'idée, c'est pas de pérenniser ce modèle centré autour, au niveau de l'urbanisme, de la voiture. Par contre, déconstruire un modèle de mobilité et donc derrière un modèle urbanistique, ça prend du temps. Et donc agir entre-temps pour décarboner tout de suite, ce qu'il faut faire, ça peut être basculer vers le véhicule électrique avant justement d'aller plutôt vers d'autres formes d'urbanisme, des services publics, des transports collectifs, etc. Et une vision moins individualiste, parce que c'est ça aussi le problème. Ce n'est pas tant uniquement que la technologie, mais d'avoir une technologie très individualiste et sous-utilisée, puisque la voiture, je crois qu'elle est immobilisée à 95% du temps, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose de très, très sous-optimal de ce point de vue. Et puis derrière, imaginer des modèles, c'est ce que je disais, de soutenabilité forte, un nouveau métabolisme technique et donc politique de d'autres formes d'organisation adaptées. Donc ça peut vouloir dire effectivement un autre urbanisme, d'autres formes de mobilité, des services publics, des déplacements collectifs, etc., etc., etc. Quand on dit déplacement collectif, services publics, vous voyez bien que tout de suite on est sur des questions aussi politiques. Hein. On n'est pas que sur des questions techniques, on est sur des questions éminemment politiques. On pourrait même l'imaginer pour le numérique, hein, c'est un peu le même problème. Il y a une surindividualisation des technologies numériques avec notamment le développement des terminaux, mais le numérique il y a quelques décennies, c'était partagé, c'était collectif. On avait un ordinateur, on utilisait du temps de calcul à plusieurs sur un même ordinateur et on travaillait comme ça. Donc comment on peut recollectiviser ça aussi, ça peut être intéressant. Alors je passe là-dessus, c'est juste des mèmes que j'aime bien parce qu'ils montrent un peu les écueils. Alors c'est rigolo que ça existe sous forme de mème parce que tout le mème qui est à gauche justement essaye d'éviter. Alors on est pris entre ces deux soit OpenAI, ChatGPT et puis invoquer un dieu de l'intelligence artificielle ou alors faire émerger une singularité malgré nous ou alors attendre sur un mode un peu écofasciste que la population mondiale s'effondre, ce qui serait une bonne nouvelle parce qu'enfin on pourrait vivre en accord avec notre environnement. Soit en le souhaitant, ce qui est des positions qui existent malheureusement, soit en attendant un effondrement qui va venir corriger tout ça, et enfin on va être en accord avec la nature et on se sera débarrassé du monde industriel et civilisé, mais au prix évidemment, voilà. On dira que le monde civilisé cause des souffrances, mais bon. Donc c'est intéressant que ces positions-là existent sous forme de mèmes. Alors vous pourrez voir les slides, hein, mais j'en ai mis plein d'autres. Parce qu'il y en a plein en fait, les gens se font plaisir en ligne. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ça comme une sorte d'échiquier politique, de certaines positions qui sont parfois politiques, idéologiques, fictionnelles, et de voir un peu comme tout ça nous fournit une sorte de boussole du temps présent. Quand je dis qu'il y en a beaucoup, c'est pas fini. Voilà, là c'est presque fini. Alors je vais passer là-dessus parce que je comptais en parler, mais c'est pas très grave. Les communs négatifs, je comptais pas vraiment en parler parce que moi-même ça m'embête, mais parce que je m'entends beaucoup en parler, donc je vous mets le. Ça, c'est des artistes qui ont fait un schéma sur ce que c'est qu'un peu les communs négatifs, donc je vous le mets là. C'est juste pour dire, voilà, juste terminer là-dessus, parce que ça peut concerner tout un chacun, toute une chacune. C'est un projet, donc quel rapport au travail lorsqu'on pose les questions de redirection écologique, peu importe l'intitulé, c'était lié au slide précédent, on s'en fiche. On est partie prenante d'un consortium avec le réseau Salariat, les Shifters d'Aix-Marseille, l'Institut Rousseau pour un éveil écologique, Réseau Action Climat, et puis d'autres acteurs, le Printemps écologique, peut-être la CGT, pas officiellement, mais il n'y a que des CGTistes un peu partout dans le projet, pour penser en fait les questions de redirection écologique depuis le lieu du travail. Alors moi j'aime beaucoup Bruno Latour, et puis il y a un livre d'Emiliage qui sort en ce moment là-dessus pour dire qu'il faut sortir ontologiquement de la production. Moi je vous avoue que je suis un petit peu dubitatif sur la traduction concrète de programme ontologique. Mais ça c'est juste, c'est moi et vous pouvez vous en moquer complètement. Alors, est-ce que l'enjeu c'est de sortir de la production? Comment? Vous lisez Dusan Kajic, franchement moi je sais pas. Hein. Ou alors, est-ce que l'enjeu, c'est aussi de se réapproprier la question de la production et de déterminer ce qu'on veut continuer à produire, ce qu'on ne veut pas continuer à produire, à quelles conditions, etc. Et dans un monde où il y a des travailleurs et travailleuses, ce qui dans l'ontologie de Bruno Latour n'existait pas. Il n'y a pas de prolétaire dans l'ontologie de Bruno Latour. Il y a plein de choses, mais il n'y a pas de prolétaire. Ce qui, encore une fois, n'est pas grave, mais c'est un biais. Voilà. Du coup,
il y a ce projet de sécurité sociale de la redirection écologique qui est en train de se mettre en place. Alors, ce n'est pas une redirection de la sécurité sociale, ce qui serait et de la protection sociale en général, ce qui serait très intéressant, je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, autour de Diego Landivar, mais c'est plutôt une sécurité sociale pour permettre justement d'opérer une redirection écologique depuis son travail, sans bifurquant en allant travailler ailleurs, parce que les stratégies de désertion sont très bien, mais les 30 millions d'actifs et d'actifs vont pas forcément déserter, donc ça joue pas, c'est pas disponible pour tout le monde. Mais ici, pour savoir comment est-ce qu'on peut, dans certains secteurs, qui sont pas toujours d'ailleurs en danger économiquement, hein, Airbus en ce moment n'est pas en danger, pour autant on peut se poser la question de continuer à produire des avions, etc., notamment l'aviation de ligne. Eh bien, qu'est-ce qu'il advient de ces secteurs-là et comment on peut faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses aient leur mot à dire quand on pose cette question-là? Parce que souvent, on oppose le travail et l'écologie en disant il y a les écolos qui débarquent, il faut arrêter telle activité ou plus faire ça. Et puis, il n'y a pas forcément de contacts qui ont été noués en amont avec les gens qui sont concernés, qui eux-mêmes peuvent le penser. Qui peuvent savoir qu'ils et elles sont dépendants d'une activité qui n'est pas viable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et donc, l'idée, c'est d'aller justement travailler avec les salariés des secteurs concernés pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme dispositif pour peser sur, déterminer qu'est-ce qui est produit dans ces entreprises par ces acteurs économiques et industriels, pour leur permettre éventuellement de faire autre chose, bref, pour qu'on refasse du travail le lieu justement où ces questions de redirection écologique et d'arbitrage peuvent se poser. Par exemple, sur certaines plateformes, les ouvriers se disent nous, on n'a pas vocation à ce que notre métier perdure, parce que clairement, les plateformes de raffinage n'ont pas vocation à perdurer, etc. Pour autant, on veut être partie prenante du démantèlement de cet outil de travail qui est le nôtre, et on veut être partie prenante du remantèlement, si je puis dire, d'un autre modèle économique lié au réseau énergétique en France, qu'ont fait les travaux de Fanny Lopez. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là, en fait, il faut arriver à poser avec finalement tous ces acteurs, tous ces travailleurs, ces travailleuses qui par ailleurs ont des savoirs, des savoir-faire qu'on peut remobiliser pour poser ces questions, parce qu'ils connaissent leur instrument de travail, et éventuellement, si on pouvait faire autre chose avec l'outil de travail, on pourrait évidemment leur poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc., etc. Plutôt que de se dire, il y a des compétences vertes pour occuper des métiers verts de demain qui existent, il faut attendre que les gens, les travailleurs et travailleuses d'aujourd'hui meurent pour qu'ils soient remplacés, soient remplacés par des gens qui vont occuper les emplois verts de demain, c'est complètement illusoire et coupe aussi cette mémoire finalement des infrastructures du travail et la possibilité d'une vraie redirection, une redirection ici populaire. Alors juste 2 derniers éléments, pour vous dire aussi que tout ça prend corps. Il y a un rapport du Sénat qui a été publié le 9 novembre 2023, Engager et réussir la transition environnementale de sa collectivité, qui parle de renoncement et de redirection écologique, et qui à la fin des paragraphes consacrés à ça dit aujourd'hui on est à mi-mandat des PPI, des plans pluriannuels d'investissement, qui ont été pris dans une situation très particulière en période de pandémie, etc. etc. Et il est temps que l'ensemble des collectivités, c'est marqué là, se reposent la question de ces PPI, de leurs investissements, dans une perspective d'atténuation, d'adaptation, de sobriété, et ils ne le disent pas là, mais c'est de renoncement. Donc c'est très intéressant qu'il y ait cet appel à l'ensemble des collectivités pour repenser leurs investissements d'une manière plus pérenne. Alors ça, c'est un peu d'entrisme aussi, mais il y a eu un événement redirection écologique, réorienter et renoncer démocratiquement à certaines de nos activités en novembre également au ministère de la Transition. Voilà, pour dire qu'il faut arriver à poser, à légitimer justement ce type d'angle. Alors du point de vue des personnes qu'ils ont fait intervenir, évidemment qu'il y a un côté militant à le faire, mais à montrer derrière que c'est des vrais cas et que voilà. Pour autant, vous avez vu avec la campagne de l'ADEME sur les dévendeurs, il y a des avancées, il y a en même temps des backlash, il y a des reculs. Il y a eu plusieurs articles sur le backlash écologique, environnemental. Mais je dirais que c'est au moment où justement il y a des choses qui commencent à se traduire et des actions de fond qu'on est le plus susceptible de faire face justement à un backlash. Ici, c'est le MEDEF qui demandait à mettre quelqu'un au conseil d'administration de l'ADEME pour éviter que ce genre de publicité ne soit produite à l'avenir. Mais voilà, c'est le signe aussi qu'il y a des choses qui sont en train de changer, qu'il faut appuyer justement. Là, on a les leviers pour le faire. Ça me permet de boucler sur avant, un peu à la manière de ce que proposait le sociologue américain Eric Olin Wright, qui proposait plusieurs stratégies par rapport au capitalisme, et notamment il y avait une stratégie qui était celle-ci. Il disait il faut éroder le capitalisme, et ça veut dire repartir des contradictions que rencontre le capitalisme et qui l'amène parfois à prendre des mesures
qui vont parfois à l'encontre de ces pratiques initiales. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec toutes ces problématiques qui se posent, eh bien, on fait face à de plus en plus de ces contradictions. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire que ces contradictions elles soient abordées collectivement, politiquement, par les citoyennes et les citoyens qui peuvent justement peser pour opérer un changement sur des chantiers très concrets qui vont se poser en fait un petit peu partout dans toutes nos activités, au travail comme en dehors. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention. Est-ce que nous avons des questions? Des tomates ou voilà. Ça peut... Alors, moi j'en ai une pour commencer. Est-ce que vous pourriez, parce que vous avez quand même coordonné ce numéro spécial de la revue, Sciences du Design. Sciences du Design, merci. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu de quelle manière vous envisagez, à la fois dans cette revue, mais aussi dans votre activité au sein de l'école et en rapport avec l'école de design, la Strat, comment vous envisagez la place et le rôle du designer dans cette histoire? Oui, tout à fait. Alors, je disais tout à l'heure, il fallait proposer de nouveaux arts de la fermeture. Et c'est vrai que le design est particulièrement, je pense, approprié et réceptif pour un cadre accueillant, pour mettre en place et expérimenter ces arts de la fermeture. Alors moi, c'est moins le design comme discipline stricto sensu, qu'est-ce qui est du design, qu'est-ce qui n'en est pas. Je sais qu'il y a des débats assez acharnés là-dessus. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais présenté le programme qui allait devenir la formation que je dirige parce que on faisait un petit peu le tour des acteurs du design en région Aura pour éventuellement collaborer ensemble. Et il y avait une personne qui avait dit, voilà, moi j'aimerais travailler sur le renoncement, peut-être éventuellement la fin de ceci, de ça. J'avais dit la fin du numérique et elle m'avait répondu la fin FIM. Je dis, bah non, c'est une autre fin. Et c'est vrai qu'elle m'avait fait comprendre que en allant à Strat, c'était pas du design qui se faisait à Strat et que en fait, le design, c'était elle et ses amis. J'ai compris qu'il y avait aussi des enjeux très très durs sur la définition du design. Moi, volontairement, je rentre pas du tout là-dedans. Je serais plutôt dans la perspective de Tony Fry, consistant à dire que designer, c'est une activité qui vise à produire du futur et que donc, à ce titre-là, tout le monde design, même si après il y en a certains qui le font avec plus de réflexivité, plus de capacité, etc. etc. Donc c'est plutôt dans cette optique-là. Et que, par contre, ça donne un cadre effectivement pluridisciplinaire qui nous permet de faire tenir ensemble, comme on le fait dans la formation, il y a aussi bien des gens qui interviennent qui sont informaticiens, qui parlent des modèles climatiques, d'autres qui sont physiciens, d'autres qui sont... anthropologue, designer, etc., etc. Donc avoir un cadre accueillant. Et puis il y a un lien en plus entre le design et l'enquête qui est très fort historiquement dans la discipline. Quand vous faites design et ethnographie, il y a quand même des bibliographies très importantes. Donc ce rapport à l'enquête comme un élément moteur finalement de l'activité, pour nous aussi c'est un élément moteur parce que si on enquête sur le fond, si on enquête sur les attachements, il faut en passer par des formes d'enquête qui sont extrêmement, extrêmement valorisées, même comme une posture. Et de là, on peut rejoindre le design et aussi sous l'angle où on va mettre en forme les résultats de l'enquête par justement le design, qui a lui, par rapport aux sciences sociales, un souci de la forme que n'ont pas les sciences sociales. Donc c'est tous ces angles-là. Donc c'est moins un ancrage disciplinaire en disant, j'aurais pu dire, le design, c'est comme dit Alain Findelli, améliorer l'habitabilité, etc. Ça, non, c'est pas ça pour nous. C'est plutôt au niveau des pratiques. C'est en deçà, en fait, de ces déclarations théoriques. C'est vraiment le cadre et ce que ça permet de faire. Donc, une vision très pragmatiste, finalement, du design. Est-ce qu'il y a des questions? Personne? Alors... Moi, j'en ai une concernant cette histoire d'art et de, je sais pas comment dire, arts et métiers de la fermeture, arts et savoirs de la fermeture. Alors nous, évidemment, en architecture, on est intéressé, en particulier dans le master dans lequel j'enseigne transformation, puisqu'il s'agit d'une certaine façon de ne plus faire ou un peu moins faire. Comment est-ce que vous l'envisagez? Parce que
art et savoir, on imagine tout de suite un modèle disciplinaire. Or là, on n'est pas dans une perspective disciplinaire, on est dans une perspective qui me semble plus proche de celle qu'on pourrait appeler aux États-Unis celle des studies, c'est-à-dire des gens qui viennent de tous les côtés et qui d'une certaine façon répondent à un même problème qui les occupe tous, mais sur des plans ou deux points de vue très variés. Et comme vous l'avez dit, peut-être qui peuvent concerner aussi bien des anthropologues, des designers, des architectes, enfin bref. Donc, comment est-ce que vous envisagez ce type de choses et est-ce que quelle forme institutionnelle, si ça doit en prendre une, ça pourrait prendre? Alors effectivement, au départ, on imaginait un petit peu former des gens qui allaient être des redirectionnistes dans les organisations, un peu de la même manière qu'il y a des chargés de RSE, de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Alors évidemment sur un mode beaucoup plus radical que la RSE classique. Je dis classique parce que maintenant avec tout ce qui est CSRD, etc., ça se muscle quand même très, très fortement, donc il faut le prendre évidemment en considération. Mais en tout cas, un profil un peu transverse qui après se serait occupé de tout ça. Aujourd'hui, ce dont on s'est rendu compte à l'usage, c'est que finalement, chacune, quelle que soit son origine, qu'on soit ingénieur, qu'on soit designer, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit dans les collectivités ou autres, on peut envisager de rediriger son activité. Si on a travaillé même dans le marketing, rediriger le marketing aujourd'hui, ça semble même un lieu extrêmement intéressant. On a un prof, Émile Hoche, qui travaille sur le démarketing, par exemple. Alors, pas l'organisation de la rareté, au sens où on l'entendait, mais imaginez d'autres formes de marché, parce que c'est ça, finalement, le marketing, c'est fabriquer des marchés. Donc, en fait, tout un chacun, toutes les organisations ont leur neige, mais tout un chacun peut se rediriger et rediriger son activité. Et du coup, ça élargit effectivement considérablement le cadre qu'on peut imaginer. Ça fait un peu exploser les cadres disciplinaires classiques, même pour nous quand on présente les choses. Parce que quand vous dites, là je suis en phase de soumettre bientôt avec une collègue une demande d'accréditation au RNCP. On est censé, RNCP, donc le Registre national des compétences professionnelles, je crois, quelque chose comme ça. On est censé former à un métier. Or nous, si tous les métiers peuvent se rediriger, on ne forme pas à un métier uniquement. Alors ça, il faudra couper parce que je ne veux pas qu'il me sac mon dossier à la fin. Mais ça veut dire effectivement avoir une autre relation au champ disciplinaire, à la professionnalisation. Et d'où le lien que je faisais à la fin sur la question du travail en général. C'est le travail lui-même qui est le lieu où on peut opérer justement des formes de redirection, quelle que soit finalement son origine. Alors après, c'est vrai qu'on a particulièrement des chantiers qui sont récurrents dans le domaine de l'urbanisme, de l'architecture, parce qu'on voit bien que ça percole avec les problématiques qui sont celles de ces lieux-là, mais en fait, ça peut concerner finalement toutes les activités. Donc ça a été, par rapport au constat de départ, une extension assez importante finalement du champ d'intervention qui était le nôtre. Toujours pas de questions. Merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une petite question pour revenir sur la notion d'érosion du capitalisme. Parce que je sais que on commence à en parler aussi ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable, ou vous l'avez peut-être déjà fait, de commencer à chiffrer vraiment les bénéfices et les pertes, comment dire, sur un cas concret par exemple, de dégradation de la biodiversité ou des sols, de ce que ça coûterait à la sécurité sociale, aux assurances, un risque, une catastrophe, et par rapport aux politiques de rentabilité actuelles du capitalisme, je parle par exemple d'un cas agricole, est-ce que vous pensez que ce genre de chiffrage peut se faire, de se dire finalement, est-ce que c'est vraiment plus rentable ou pas, de continuer avec un système, un modèle agricole intensif ou des questions en tout cas similaires sur d'autres domaines, mais voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors effectivement, c'est des questions qui se posent aujourd'hui, notamment sous l'angle de la comptabilité, avec tout ce qui se développe, comptabilité en triple capital, comptabilité équerre, justement pour faire apparaître en fait ces coûts-là, et ça veut dire demain basculer vers d'autres modèles de valeur en fait que les modèles qui sont reconnus aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement c'est un enjeu extrêmement important. C'est un petit peu, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je disais ne pas faire un projet, ça veut dire aussi prendre en compte les dégradations que le fait de faire ce projet va amener, les coûts cachés qui sont reportés finalement sur l'avenir, alors que si on les réintégrait dans le calcul présent, évidemment les arbitrages seraient d'une toute autre nature. Donc ça demande à la fois à faire avec quelles mesures on prend aujourd'hui pour ne pas faire advenir ces projets avec le type
d'ingénierie entre guillemets dont on dispose, en parallèle d'en mettre en place une autre pour qu'elle s'impose, pour qu'on ait un calcul justement plus ample finalement, et derrière d'avoir une organisation sociale qui prenne en compte justement ce que ça nous apprend de ce calcul. Alors ce qui n'est pas forcément immédiat, mais ça vaut le coup effectivement d'y travailler dès aujourd'hui. Donc non, je vous rejoins tout à fait sur cette importance. Là, ce que je vous montre ici à l'écran, c'est un extrait qui est tiré du livre de Kim Stanley Robinson, Ministère du futur, où en fait il présente, en s'inspirant d'un papier qui existe vraiment, qui est ici, un exemple où en fait il met en place une monnaie. Alors c'est une crypto-monnaie parce que voilà, mais c'est une monnaie qui permettrait de valoriser le fait de ne pas aller puiser des ressources fossiles, les laisser sous terre plutôt que d'aller les chercher. Donc voilà, il met en place propose un circuit économique pour valoriser le fait de ne pas ponctionner ces ressources-là qu'il faut laisser dans les sols, plutôt que de les ponctionner. Donc voilà, il y a des propositions qui existent, donc c'est évidemment tout à fait intéressant. Donc la question, c'est celle du delta entre l'état où on est aujourd'hui et l'état où on serait demain avec un autre modèle de reconnaissance de la valeur. Comment on passe de l'un à l'autre finalement. Juste là-dessus, c'est un peu lié. Il y a la question, par exemple, de la double matérialité aujourd'hui qui est beaucoup évoquée. Alors, double matérialité, c'est les conséquences de l'environnement sur les organisations et les conséquences des organisations sur l'environnement, et de prendre en considération ces deux aspects. La double matérialité, elle est au cœur des politiques européennes, notamment autour de la taxonomie verte, qui est un grand référentiel qui est mis en place pour garantir des investissements vers des activités plutôt vertes que brunes, celle de la taxonomie brune, et remplacer justement un certain nombre d'activités par d'autres. Alors c'est pas parfait, mais ça reste des objets intéressants sur lesquels il faut se pencher, qui font d'ailleurs l'objet d'un combat entre les États-Unis et l'Europe pour définir la taxonomie en question. Est-ce qu'elle est définie par des entités privées ou par l'Europe? Alors il y a des biais politiques aussi au niveau de la taxonomie européenne, mais peu importe. Ici, je vais juste vous montrer ça parce que c'est une économiste roumaine, mais qui travaille au Royaume-Uni, qui s'appelle Daniela Gabor, G-A-B-O-R, qui est une économiste extrêmement intéressante, qui travaille sur la question d'économie politique. Et voilà, c'est représenté ici. Et elle essaye de présenter différents grands types d'organisations en termes d'économie politique, qui sont les grands types actuels. Et en fait, elle montre dans cette interview, alors c'est sur YouTube, il y a des publications qui le montrent aussi, etc., mais qu'autour de 2022, il y a des mesures qui ont été prises par certaines banques centrales européennes pour s'assurer que les investissements opérés allaient dans le bon sens. C'est-à-dire pas juste on arrose et puis ensuite c'est aux acteurs privés de montrer patte blanche, mais on leur délègue finalement le vrai travail qui est d'opérer des formes de transition, mais là on leur tord le bras pour que vraiment ils prennent des mesures. Et donc ça a été mis en place pendant 9 mois. Ensuite, ça a été retoqué parce qu'on ne voulait pas toucher à la neutralité des marchés, etc. Mais elle s'appuie sur cet exemple pour dire c'est possible, c'est une mesure très ambitieuse qui est dans le bon sens, et c'est une mesure où il s'agissait de tordre le bras d'acteurs capitalistiques par les moyens d'un marché encadré. Donc c'est très intéressant de voir ça, et comment les banques centrales, en l'occurrence, se sont réappropriées finalement des levées d'action. Peut-être je peux terminer là-dessus. C'est pour dire que l'enjeu, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on refabrique des marges de manœuvre et donc des levées d'action pour agir. Ici, on a les banquiers centraux qui l'ont fait, alors pour une période courte, parce que ça allait à l'encontre un petit peu des dogmes en la matière, mais ça a existé et elle en fait un enjeu extrêmement important. Mais si je prends mon exemple du pays de faïence que je vous ai montré précédemment, eux, ils ont pu prendre des mesures pour dire on va arrêter de construire pendant 5 ans, parce qu'ils ont demandé au préfet, ils ont bétonné leur dossier, parce que derrière, c'est des arbitrages légaux, et donc une telle mesure, elle peut être attaquée. Pour le moment, ce n'est pas trop le cas, mais il fallait quand même bétonner le truc, donc avoir l'assurance du préfet, etc., etc. On est en terrain juridiquement qui n'est pas complètement stabilisé, hein. On fait avec le code existant pour faire passer ce genre de mesures, mais surtout, s'ils ont pu le faire, c'est parce qu'ils avaient une régie de gestion des déchets et de l'eau. Et donc si en face, c'est ce qu'ils disent, hein, si en face ils avaient eu un prestataire ou autre, ils ne n'auraient pas du tout pu s'assurer que le prestataire allait vraiment mettre en place ces mesures, et donc ça allait leur permettre de mettre en place une politique de gestion de l'eau justifiant le fait d'arrêter la construction neuve pour 5 années. Donc avoir une régie, ça veut dire quand même gérer l'eau un petit peu comme un commun. D'accord ? Donc ça veut dire avoir des leviers d'action. Et dans l'exemple du ZAN, par exemple, je discutais récemment avec quelqu'un qui est à la métropole de Grenoble et qui disait nous, on n'avait plus de marge de manœuvre sur le foncier parce qu'on avait abandonné le foncier. Et donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est racheter du foncier pour pouvoir opérer la politique de ZAN. Donc, ça veut dire sortir vraiment les rames
pour aller à l'encontre des politiques qui ont appauvri, qui ont prolétarisé finalement ces acteurs-là, qui se sont démis de leur capacité à agir, hein, très, très concrètement, pour réacquérir des capacités. Alors, quand vous en avez encore, c'est plus facile. Quand vous n'en avez plus, vous êtes obligé d'investir pour acheter du foncier, retrouver des capacités, et là seulement, vous pouvez prendre des mesures pour aller dans le bon sens. Donc c'est vraiment c'est un gros effort. Mais ils le font, ce qui est quand même intéressant. Mais ça veut dire qu'on peut se l'épargner. Et notamment toute l'expertise qui est en train d'être mise en place ici, pour derrière imaginer du partage de l'eau avec notamment la Dracénie, qui est la région autour de Draguignan, donc à gauche, d'accord, à l'ouest, eh bien, c'est des mesures extrêmement fines. Et donc, ils sont en train, avec l'expertise qu'ils ont été obligés de régénérer à l'échelle du territoire, de faire remonter cette expertise à l'échelle de la région, parce qu'ils se sont déprolétarisés, ils ont retrouvé des capacités d'agir, et maintenant, ils peuvent en faire bénéficier d'autres acteurs à l'échelle du territoire. Donc, ce truc-là aussi de comment, si on a abandonné ou s'il y a des politiques qui ont consisté à faire qu'on abandonne des leviers d'action, des savoirs, des savoir-faire, etc., comment est-ce qu'on arrive à en reproduire pour justement agir? C'est ça aussi une condition. Et on retrouve finalement une articulation entre les communs et les communs négatifs. La régie, c'est une certaine manière de gérer un commun, ce qui donne des leviers d'action, ce qui fait qu'on a une capacité à opérer une maintenance sur cette activité-là. Et donc ça veut dire que le jour où on doit renoncer, eh bien, le fait qu'on ait la main sur la maintenance fait qu'on peut fermer. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de solution de continuité entre maintenance et fermeture. C'est parce qu'on a la capacité à maintenir un système qu'à un moment donné, on peut le fermer, en tout cas une partie. Mais si on n'a plus la main sur le système du tout, là évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai juste une. Le rapport entre les canons à neige et l'extrême droite, mais rapidement. Alors c'est un article dans Blast qui montre que les réseaux qui défendent les canons à neige et ce type de choses, en fait, sont aussi des réseaux qui sont situés à l'extrême droite, et qu'en fait, il y a une espèce de coalition pour résister. Voilà, sachant que c'est un milieu, je disais, c'est pas que folklorique, puisqu'il y a des ZAD en montagne, il y a des luttes contre l'installation d'infrastructures. Enfin, c'est un milieu assez conflictuel finalement. Donc c'est pour ça que c'est un bel exemple par ailleurs. Merci beaucoup pour cette conférence de conclusion qui nous éclaire et nous rend compliqué la tâche d'architecte au milieu de cet imbroglio économique et politique. Mais voilà, lisez le livre d'Alexandre Monin et l'autre d'Alexandre avec ses collègues et vous comprendrez encore mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci de votre présence.